C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Martin Fayulu ne sera pas candidat à la présidentielle en République démocratique du Congo. Le parti du candidat malheureux à la présidentielle de 2019 ne se présentera à aucun scrutin. Il dénonce le manque de transparence du processus électoral. La correspondance à Kinshasa dans ce journal. Le jour d'après au Mali, le référendum constitutionnel s'est tenu dimanche. Un vote empêché dans de nombreuses parties du territoire, notamment dans le nord. Dans le même temps, Bamako a demandé à la MINUSMA de quitter le pays. Nous en parlerons avec Malik Konaté, journaliste malien. La fête de Tabaski sous tension au Sénégal. Les fidèles qui se préparent à célébrer la fête de l'Aïd el-Kébir redoutent des violences. Le climat politique est tendu depuis la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Les éleveurs sont les grands perdants de ces tensions. Reportage à suivre. En République démocratique du Congo, le parti de Martin Fayulu ne sera pas candidat à la présidentielle. Son leader l'a annoncé ce lundi lors d'une conférence de presse à Kinshasa. Il y dénonce entre autres le manque de transparence du processus électoral. Notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula, présente à la conférence de presse, revient dans le détail sur les motivations de Martin Fayulu. C'est un nouveau coup de pression de Martin Fayulu. L'opposant a annoncé que son parti ne présentera aucune candidature à tous les partis des élections. Une annonce faite devant les cadres de son parti, Essidé et une poignée de militants. Alors au sein de son parti, le ton s'est durci il y a un peu plus d'un mois, au lendemain de l'audit du fichier électoral réalisé par 5 experts recrutés par la Commission électorale nationale indépendante. Martin Fayulu estime que cet audit est biaisé et que le fichier électoral qui compte plus de 43 millions d'électeurs est faux. Au regard de la gravité de la situation, nous disons non à une parodie électorale. Nous annonçons à l'opinion nationale et internationale que nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections, tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs, ne sera pas refaite dans la transparente et auditée par un cabinet extérieur compétent à la matière. Au mois de mai, avec 3 autres leaders de l'opposition, Matata Ponyo, Moïse Katumbi et Deli Sesanga, Martin Fayulu avait déjà appelé à des manifestations à Kinshasa pour dénoncer un processus électoral qui manque de transparence. Cette fois-ci, il va plus loin et appelle les Congolais à se mobiliser pour empêcher la tenue des élections. Alors il faut rappeler que le camp de l'ancien président Joseph Kabila était le premier à boycotter le processus électoral en cours. Une attitude jugée irresponsable selon un membre du gouvernement qui explique que l'opposition se satisfait, je cite, dans une attitude d'opposition systématique sans évoquer des questions de fond. Et puis sachez que Moïse Katumbi a annoncé par la voix d'un de ses porte-parole que son parti présentera bien des candidatures aux élections générales prévues en fin d'année. Les Maliens étaient appelés aux urnes ce dimanche pour valider ou non la nouvelle constitution proposée par l'homme fort du pays, Assimi Goïta. Un vote qui n'a pas pu se tenir sur tout le territoire. Le scrutin a été empêché dans le nord du pays. On fait le point avec Antoine Fenot. Fermeture des portes, c'est l'heure des comptes dans ce bureau de vote de Bamako. Premier scrutin ici depuis 2020. Alors on se réjouit d'une journée sans encombre. Ça a été meilleur par rapport aux élections passées. Voilà. Il y a eu plus, selon moi, par rapport aux élections passées. Voilà. L'affluence a été plus. Voilà. D'affluence parce que certains regrettaient même de n'avoir pas pu être enrôlés à temps. Vote sans problème à Bamako, mais impossible dans le nord, près de Kidal, où les rebelles ont empêché le bon déroulement des opérations pour protester. Ce référendum constitutionnel voulu par la junte au pouvoir est censé acter à terme du retour à un pouvoir civil dans le pays. Pourtant, le texte propose, lui, un renforcement des pouvoirs du président et aussi une amnistie pour les auteurs de coups d'État perpétrés avant sa promulgation. Constitution taillée sur mesure pour l'homme fort du Mali actuel, le colonel Assimi Goïta, dont la candidature à la présidentielle serait une demi-surprise. C'est aussi lui qui a montré l'exemple en glissant son bulletin dans l'urne sous l'œil des caméras, tout comme le Premier ministre par intérim. C'est un vote historique auquel tout Malien en âge de voter doit se sentir fier de participer.
La participation, justement, sera scrutée de près par la junte qui fait face au jugement des urnes pour la première fois. Les résultats, eux, sont attendus dans les 72 heures. Avec nous pour en parler sur ce plateau, Malik Konaté, journaliste malien. Bonsoir Malik, Bonsoir. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, rapidement, que contient cette nouvelle constitution? Quels sont les points à retenir? Bon, alors, cette nouvelle constitution contient aussi des propositions encourageantes, comme aussi des points de divergence. Mais avant cela, on peut dire aussi que cette constitution, depuis 1900, celle qui est en vigueur depuis 1992, celle-ci contient beaucoup plus d'articles que cette nouvelle constitution. Mais de mon point de vue, surtout par rapport aux propositions encourageantes, je peux dire que tout simplement parce que le renversement du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, l'un des points forts ou bien l'un des points aussi essentiels de la lutte contre Ibrahim Boubacar Keïta à l'époque du mouvement M5, c'était la lutte contre la corruption. Et cette nouvelle constitution prend cela en compte, surtout dès le début du préambule même de cette constitution. Et aussi d'autres points encourageants parce que tout simplement, cette constitution aussi renforce surtout la paix et la cohésion sociale au Mali parce que ça a été le cas aussi dans cette nouvelle constitution. Mais on peut dire aussi qu'il y a des points de divergence comme tels que la laïcité. Ces points aussi ont été décriés par une partie de la population malienne, surtout les religieux, qui se sont battus aussi pour lutter contre cette laïcité-là. Et on va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, comment était-elle accueillie, cette constitution, par les Maliens? On n'a pas vu beaucoup d'affluence dans les bureaux de vote. Je crois que vous-même, d'après vos informations, il n'y avait pas foule. Les observateurs parlent d'une participation faible. Bon, alors, ce qui a engendré cela, parce que tout simplement, les gens n'y croyaient pas. Il faut le dire, même si on regarde aussi les campagnes électorales pendant une semaine, on a vu que les gens parlent beaucoup plus allez-y voter pour oui, allez-y voter pour non. Mais les gens ne savent pas quel jour il faut aller voter. Et en plus aussi, il y a beaucoup de Maliens aussi qui pensent que les autorités qui sont en place actuellement ne sont pas habilitées à organiser un référendum. Surtout ils veulent des civils. Ils veulent des civils. Et ensuite aussi, pour eux, l'ancienne constitution a aussi des garants. L'ancienne constitution dit que si ce n'est pas un président de la République, ce n'est pas un chef d'État qui va organiser une constitution. Donc, du coup, pour dire tout simplement, surtout l'affluence aussi des religieux qui fait ça, parce que tout simplement, il y a une certaine partie qui disent tout simplement qu'ils ont demandé aux Maliens de ne pas aller. Donc, raison pour laquelle certains sont restés à la maison pour ajouter à cela, parce qu'il y a eu aussi des imams qui ont vraiment donné des tons pour dire tout simplement, tous ceux qui vont aller voter, il y aura plus de célébration des mariages dans les mosquées, il y aura plus aussi, les imams ne vont pas célébrer aussi des baptêmes, etc. Et tout. Donc, ça a fait de telle sorte que même si les gens veulent aller voter, mais ils ont eu peur d'aller voter parce que tout simplement, ils se disent, bon, nous sommes des musulmans, bon, il faut Alors, respecter. cette question justement de la laïcité a eu une influence. On l'a vu que ça suscité en tout cas le fait que le vote n'ait pas pu avoir lieu dans le Nord. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la seule opposition à la junte, c'est une opposition de mouvance islamiste, puisqu'il y avait aussi l'imam Dicko qui a pris la parole, qui a appelé les Maliens à ne pas aller voter en raison justement de ce point sur la laïcité? Oui, en fait, on ne peut pas dire que la seule opposition aujourd'hui, c'est les leaders religieux. Il y a aussi la classe politique. Il y a le mouvement Appel du 20 février. Il y a aussi, qui est dirigé par des magistrats, et aussi, il y a aussi des partis politiques et de la société civile. Il y a d'autres personnalités aussi du pays qui se sont prononcées là-dessus. Mais pour dire tout simplement, le Mali actuel, les religions ont beaucoup plus de poids. Surtout l'imam Dicko, comme vous le savez tous simplement, avec le mouvement M5 qui a vraiment fait de telle sorte que jusqu'à ce qu'on est arrivé au 18 août, donc c'était à la tête de l'imam Mahmoud Dicko. Mais il faut souligner aussi, il y a le shérif de Nioro. Et il y a aussi le shérif de Tamani. Donc les deux bords ne sont pas forcément contre la laïcité. Pour eux, la laïcité, ça peut aller avec. Ils peuvent aller à la religion, peut aller avec. Mais il faut dire tout simplement, les religieux sont beaucoup plus écoutés que les politiques. Mais quand même, dans l'opposition, il y a de la classe politique, il y a de la société civile, mais les religieux ont beaucoup plus de poids que la classe politique. Alors, cette autre information, le Mali a demandé à la MINUSMA de quitter le pays. Était-ce prévisible, attendu, et surtout, est-ce que le Mali est prêt à mener cette lutte contre le terrorisme seul? Oui, mais bien évidemment, on peut dire que c'était bien entendu parce que tout simplement, quand on regarde sur la scène politique et même les manifestations, et ceux qui organisent même ces manifestations sont les soutiens de la transition aujourd'hui. Et ils parlent au nom de qui? On doit se poser la question. Souvent, quand ils s'expriment, ils disent tout simplement,
on parle au nom de telle personne. On a vu des chargés de mission de la primature, on a eu vraiment des hommes forts ou même des hommes de main de régime en place. Donc on peut dire tout simplement que c'était bien entendu. C'est la raison pour laquelle les observateurs les bien éclairés ont vraiment annoncé dès le départ, depuis le départ des forces européennes du Mali, que ce soit Takuba ou Barkhane, les gens ont dit tout simplement si la MINUSMA aussi ne veut pas suivre les mêmes sorts que Barkhane, les forces européennes, ils doivent décider dès maintenant. Mais c'est ce qu'on a vu avec des manifestations contre la MINUSMA jusqu'à la porte même du QG de la MINUSMA. Donc pour moi, cette décision des autorités, c'était bien entendu. Tout le monde savait déjà qu'il y avait quelque chose en cours parce qu'on laissait des manifestations et aussi même des hommes forts même du régime étaient vraiment partants pour ces manifestations contre la MINUSMA. Donc le départ de la MINUSMA aujourd'hui, peut-être que le 29 juin qui sera discuté aux Nations Unies avec le Mali et les autres pays, on saura l'avenir de la MINUSMA. Par contre, ce que les gens ne savent pas, la MINUSMA, même si aujourd'hui la MINUSMA décide de quitter, il faut 2 ans pour qu'elle puisse aller. Donc c'est pas maintenant. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Merci beaucoup Malik Konaté, journaliste malien. Merci pour votre décryptage et merci d'être venu sur notre plateau. Je vous en prie. L'arrestation en Ouganda de 20 complices présumés des djihadistes ADF. Une arrestation après le massacre qui a fait au moins 42 morts la semaine dernière dans un lycée. Les ADF, les forces démocratiques alliées, une milice islamiste qui a prêté allégeance au groupe État islamique, sévit principalement dans l'est de la République démocratique du Congo. On approche à grands pas de l'Aïd el-Kébir, la Tabaski au Sénégal, à Dakar, la capitale. On est loin de l'effervescence habituelle. Les émeutes meurtrières du début du mois après la condamnation d'Ousmane Sonko sont encore dans les mémoires. Le climat politique reste fébrile. L'opposant peut être arrêté à tout moment, ce qui fait craindre un regain de violence. Et la violence ne fait pas les affaires des éleveurs de moutons. Reportage de Sarah Sako et Aminatou Diallo. À quelques jours de la Tabaski, le petit port de pêche de Soumbédioune s'est transformé en foire aux moutons. Ce stand vend des ladoum et des bali-bali, des races particulièrement prisées au Sénégal. Cette bête coûte près de 3 000 €. Roulam, le vendeur, déplore un manque d'enthousiasme des acheteurs. À cause des émeutes du début du mois, on a du mal à écouler nos moutons. À la même période, l'année dernière, on avait déjà vendu près de 300 moutons. Cette année, avec la situation politique tendue, les gens semblent avoir peur, mais on espère que les acheteurs finiront par sortir. Cet enclos propose des moutons plus modestes qui ont eux aussi du mal à se vendre. Les bêtes sont élevées par une association de jeunes pêcheurs du quartier. Ce commerce est capital pour arrondir leur fin de mois et préparer la fête. Mao espère une issue pacifique à la crise politique qui n'a que trop duré selon lui. C'est en partie avec ces revenus qu'on se soigne, qu'on fait à manger pour les grandes occasions, qu'on répare nos pirogues. Alors je veux que la paix revienne, que Macky Sall fasse des concessions, que Ousmane Sonko fasse aussi des concessions, que la jeunesse se calme et sache que son avenir est ailleurs que dans la violence. Ce père de famille est l'heureux propriétaire d'un bélier qu'il vient d'acheter pour près de 300 €. Et il n'a qu'un vœu pour la fête à venir. Passer une bonne fête de Tabaski avec beaucoup de calme, voir les amis, se remémorer, se demander pardon au bon Dieu. La Tabaski est la plus importante fête religieuse du Sénégal, un pays à grande majorité musulmane. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Audrey Racine. Cette semaine, dans le Paris des Arts, je reçois la chanteuse franco-algérienne Souad Massi. Elle nous parlera de son dernier album, Sekana, le 10e, sans doute le plus porteur d'espoir. Dans l'album Sekana, je parle des relations humaines qui sont un peu compliquées. Je parle du mal-être aussi des adolescents parce que j'ai été confrontée à ça. Mais avant, nous irons revisiter l'œuvre de Pablo Picasso sous le regard du designer Paul Smith. Et puis dans cette émission, un instrument rare à l'honneur, la viole d'amour, dont nous parlera le virtuose Jasser Haj Youssef. Le Paris des Arts de Souad Massi, à retrouver très vite sur France 24.